Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les forces américaines, britanniques et israéliennes qui occupent la région pétrolifère saoudienne depuis des décennies, alors se sont trompées dans les équations et ont vu de leurs propres yeux à quoi ressemble la colère d'Ansarallah yéménite. Et en effet, surpris de la portée et de la précision des missiles et des drones yéménites, les forces américaines, syriennes, les forces américaines, britanniques et bien sûr israéliennes ne sont plus maîtres des lieux et ne se sentent plus en sécurité dans la région. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie. Après le tonitruant triple tir de missiles balistiques tactiques d'Ansarallah ayant visé la base d'Al-Anad à Lahej, où les marines US ont pu voir de leurs propres yeux à quoi ressemble la colère d'Ansarallah, ce dernier a pris pour cible cette nuit de ses redoutables cocktails missiles drones la côte ouest saoudienne. Aramco et sites militaires situés à Daharan, non loin de Dammam, y ont passé, soit cette zone qui héberge des cités américaines et britanniques. Totalement pris de court par l'ampleur de frappe, la défense saoudienne, habituée ces temps-ci à communiquer de fausses interceptions de drones, n'a pas pu se garder de reconnaître qu'il y a eu des pertes sans oser aller jusqu'à en préciser la nature. Selon le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sarri, au moins un missile balistique tactique et 7 drones respectivement de type Zulfaqar et Sama 3 se sont battus sur Dammam ou plus précisément à Ras Tanura et ses cités anglo-saxonnes. Des explosions ont été entendues, non point celles des missiles intercepteurs de PAC 3, mais des engins yéménites visant exactement là où il fut. La vidéo le montre, ce missile solitaire a percé la DCA saoudienne. Et ce n'était pas tout. Simultanément, 5 autres missiles tactiques d'une voilure moins importante que Zulfaqar, Badr et 3 autres Samad 3 ont eux aussi ciblé le sud saoudien Najran et Jizan. Le général Sarri a baptisé cette opération Dissuasion 7 en allusion aux précédentes opérations dont chacune a marqué un tournant dans cette bataille stratégique anti-empire qui se déroule en mer Rouge. Le ciblage a soumis un désordre absolu dans l'aéroport de Dammam, 4e en termes de fréquentation. Avia Pro, l'agence de presse militaire russe, qui suit avec minutie Ansarallah, s'étonne de la portée et de la précision des missiles et des drones d'Ansarallah, qui devrait être quelque chose entre 1400 à 2000 km vu la distance qui sépare Sanaa de Dammam, située à quelques lieues de Bahreïn. Mais en parlant de Bahreïn, l'agence de presse russe renvoie implicitement à ce premier exercice naval US-Israël d'il y a 3 jours en mer Rouge, à laquelle la 5e flotte de l'US Navy, ayant son QG à Bahreïn, avait pris part et à l'occasion de quoi la marine sioniste s'était dit heureuse d'une coopération stratégique en mer Rouge, exercice qui, soit dit en passant, a eu lieu sur fond de menaces larvées contre les 3 pétroliers iraniens qui traversent la mer Rouge, se dirige droit vers Beyrouth via la Méditerranée et les côtes syriennes. La spectaculaire campagne balistique de ce 5 septembre visant Aramco et ses employés américains et britanniques constitue certes, comme l'a souligné Sarri, une réponse à des centaines de frappes sanglantes saoudiennes contre le site pétrolier et les pipelines de Ma'arib où Ansarallah avance à grands pas, n'empêche que l'ombre des pétroliers du Hezbollah est bien là, car si d'aventure ces pétroliers ne parviennent pas à leur destination pour quelque raison que ce soit, la 5e flotte ne pourra plus traverser sain et sauve la mer Rouge, ni non plus ses marines
qui, à Al-Anad ou à Socotra ou encore à Al-Mahra, auraient du mal à s'y maintenir. Alors voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Arnaud Develay, juriste international depuis la Syrie. Monsieur Arnaud Develay, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. Toujours un plaisir. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Develay. Un grand bonjour également à Monsieur Luc Michel, politicien depuis Bruxelles cette fois. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à Maître Develay, que j'ai toujours plaisir à retrouver. Bonjour à vos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous accueillir, Monsieur Michel. Alors, ma première question va s'adresser à Maître Arnaud Develay. Monsieur Develay, évidemment, les forces yéménites d'Ansar Allah ont montré encore une fois que les forces américaines et britanniques qui sont dans la région pétrolifère saoudienne ne sont plus en sécurité. Que pensez-vous? Oui, je pense qu'on le savait depuis longtemps. Le fait demeure que Ansar Allah, le Front national du salut, a toujours cherché une issue de secours politique à cette impasse, avec à l'idée une situation humanitaire catastrophique. Et force est d'avouer que malheureusement, toutes ces initiatives et ces offres de paix n'ont pas abouti, bien au contraire. Elles ont été utilisées par les Saoudiens, certainement poussées par les Israéliens, pour gagner du temps et pour essayer sur le terrain de changer la donne en ouvrant des fronts alternatifs tantôt au sud, tantôt à l'est, en essayant de divertir donc les forces qui s'apprêtent à libérer Marib. Et force est d'avouer que ces choses ne fonctionnent pas, ces stratégies, ces tactiques de pourrissement ne fonctionnent pas, si ce n'est qu'elles aggravent la situation humanitaire sur place et qu'il était temps, une fois de plus, pour la résistance yéménite et l'armée yéménite, d'exprimer à ses adversaires que, faute d'une résolution politique, faute d'une tentative de bonne foi de s'asseoir à la table et de régler la situation qui prévaut maintenant depuis plus de 6 ans, la résistance yéménite et l'armée yéménite prendront leurs responsabilités et on voit maintenant que leur capacité balistique leur permet de mettre à mal l'absence de profondeur stratégique, mettre en lumière l'absence de profondeur stratégique de l'Arabie saoudite, en frappant tantôt ses installations pétrolières, en frappant tantôt ses ports stratégiques, et ce faisant, en mettant en exergue, si je puis dire, le fait que l'Arabie saoudite, dépensant l'argent qu'elle dépense depuis 6 ans en vain, confrontée à des difficultés structurelles internes de plus en plus criantes, devrait commencer à voir la lumière et penser à ses propres intérêts plutôt que d'obéir à des injonctions de pays voisins qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qui serait souhaitable pour le peuple saoudien. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je m'adresse à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, Maître Develay a parlé de la capacité balistique d'attaque des forces d'Ansar Allah yéménites. Évidemment, ce sont des drones et des missiles très sophistiqués qui ont réussi à frapper directement les forces américaines et bien sûr mettre en péril bien sûr la sécurité et bien sûr d'être le maître de la région de ce pays. Que pensez-vous? Le problème que vous soulevez, il dépasse de loin la seule question régionale. Nous sommes entrés décidément et définitivement dans une nouvelle ère stratégique. Jusque-là, la géostratégie mondiale, c'était la géostratégie de Clausewitz, ce général prussien qui, à la suite des guerres napoléoniennes, a formé tous les états-majors et tous les généraux. La guerre de Clausewitz, elle est caractérisée par 2 choses. Tout d'abord, elle oppose des États et des armées classiques. Secondement, lorsque la politique se termine, la guerre la continue. Et troisièmement, la guerre est une chose linéaire qui voit une montée de la violence. Par exemple, la Première Guerre mondiale commence par le bombardement de Londres et de Rotterdam. Elle se termine par l'atomisation d'Hiroshima et de Nagasaki.
Depuis 2006, au Liban précisément, le Hezbollah et l'Iran ont inventé la guerre asymétrique, ce qu'on appelle la guerre hybride. Et depuis 2013, les Russes la mènent sur tout le théâtre de confrontation avec l'Occident. La guerre hybride, elle est étudiée par les pays de l'OTAN. Elle est présentée comme la principale menace contre le bloc occidental. C'est la fin de la supériorité stratégique occidentale. C'est en plus une guerre qui voit toute une série d'acteurs non étatiques, notamment les milices du Hezbollah dans le Sahara et des Al-Shalabi, alliés à l'Iran. Elle voit tous les moyens utilisés et elle voit les armées classiques contestées sur tous les terrains. Même dans la guerre économique, les Occidentaux sont contestés. Ce que démontre aujourd'hui Ansarallah au Yémen, c'est que les moyens anciens de protection antimissile, notamment le dôme d'éclair ou les patriotes américains, ils ne fonctionnent plus. On avait déjà vu ça en Israël, d'ailleurs, contre Gaza, il y a quelques semaines. C'est une nouvelle ère stratégique. Elle est présentée d'ailleurs comme telle par tous les instituts de l'OTAN qui sont unanimes dans ce domaine. Moi, je termine un livre de 350 pages sur la guerre hybride parce qu'elle va être au cœur de la géopolitique du XXIe siècle. C'est une avancée décisive de la Russie et de l'Iran dans la confrontation avec le bloc occidental. Et les pays qui se sont reposés sur la protection militaire occidentale, comme l'Arabie saoudite, ils vont très rapidement déchanter. La frappe contre l'Aramco, elle n'est pas une frappe de la guerre classique, elle est une réponse à la guerre économique, aux embargos que les Américains veulent imposer à l'Iran, au Liban, à la Syrie, etc., mais également au Yémen, que les Saoudiens imposent au Yémen. Elle est la réponse, justement. On sait aujourd'hui que si les Occidentaux veulent ruiner les économies de leurs adversaires, ils vont eux-mêmes prendre des coups sur leur économie propre. C'est cela qui est le changement déterminant dans cette guerre hybride. Oui, merci. Maître Develay, est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle ère dont fait allusion M. Michel? Oui, absolument. De toute façon, la guerre hybride, quelque part, a été, si je puis dire, utilisée par les Occidentaux depuis une vingtaine d'années maintenant, en tout cas de manière plus ou moins privilégiée. Et on s'aperçoit que en face, la résistance a su s'adapter avec ses moyens, être patient, réagir de manière asymétrique sur des théâtres d'opérations différents, mais de façon à toujours, si je peux dire, comme on dit en échec, mettre en échec, si je peux dire, l'objectif principal initialement mis en avant par l'Occident, si je puis dire, en annulant l'effet escompté par le biais d'une stratégie complètement diagonale sur un autre terrain d'opération, mais qui est complètement lié au niveau de l'aspect économique, comme le souligne très bien Luc Michel, au niveau logistique et au niveau politique à l'échelle régionale. Donc nous assistons effectivement à une situation où on ne peut pas concevoir un conflit classique qui commencerait effectivement avec un assassinat, terminerait avec une dissolution de grands ensembles politiques ou pire encore une détonation nucléaire. Donc aujourd'hui, l'art de la guerre, si je puis dire, effectivement, est d'incorporer tout un tas de dimensions, non pas juste militaires, mais aussi juridiques. Après tout, ce sont les Israéliens qui ont inventé ce concept de lawfare, qui consiste essentiellement à museler contre leurs adversaires par des tactiques dilatoires, sachant qu'ils ont des budgets spécialement attribués pour ce faire, et donc lier les mains et les pieds de leurs adversaires politiques aux ceux perçus en tant que tels, de telle sorte qu'avec la puissance médiatique qui joue elle aussi son rôle, on peut finir par créer un narratif qui rend toute tentative de militantisme politique contre certaines exactions sionistes en Occident, par exemple, complètement inefficace. Donc c'est un panopticon, on va dire, c'est un ensemble de terrains d'opération, la communication, les réseaux sociaux, le droit, en plus de, bien sûr, la diplomatie
les accords secrets, la diplomatie parallèle. Et je crois qu'en cela, l'aspect purement militaire n'est que l'aspect le plus visible, mais qu'il faut effectivement prendre un pas de recul et regarder dans son ensemble la façon dont la guerre hybride fonctionne. Et nous sommes dans un monde qui fonctionne plus que jamais au travers de ce concept de guerre hybride. Oui, mais maître de volet, les méthodes de tactique dont vous avez fait allusion tout à l'heure, surtout des Israéliens, mais on a une forte impression qu'ils ont totalement trompé dans les équations, car on a vu tout récemment, par exemple, les drones et les missiles du Yémen, qui ont vraiment, en contrepartie des attaques dans la région, ont montré encore une fois donc, que ces tactiques ne fonctionnent pas. Que pensez-vous, maître de volet? Alors là, vous faites référence à l'aspect, la dimension purement militaire de la guerre hybride. Et là, effectivement, le gros problème de l'État sioniste, c'est son absence de profondeur stratégique, qui fait que plus elle se débat et plus elle prétend agir de manière disproportionnée avec des moyens militaires qui, en fait, de par leur sophistication, sont ab initio, de facto inefficaces dans le cadre d'une guerre hybride. Et plus ils essayent, si vous voulez, de se débattre et de réaffirmer ce narratif de suprématie militaire régionale, plus en fait ce que j'appelle l'esprit, la technique du boa constrictor, que la résistance opère autour de l'État sioniste se resserre. Donc ils sont dans une situation maintenant où tout ce qu'ils peuvent faire, c'est gesticuler quelque part, parce qu'il n'y aura pas cette grande guerre régionale qu'ils appellent de leur vœu, où ce serait définitivement la stratégie qui mènerait à ce qu'on appelle le zero-sum game. Personne ne gagnerait dans une situation comme ça, puisque toutes les installations stratégiques, qu'elles soient gazières, pétrolières, nucléaires, logistiques, infrastructures, sont tellement